Ouais, l'histoire c'est de papoter, on va faire un peu le warm-up on va te retrouver en dédicace, Jordan, dans une vingtaine de minutes, à l'espace dédicace là-haut, dans le hall de Geek Life. Mais l'idée c'est de pouvoir papoter un peu ensemble de ton parcours, de ton expérience, notamment en Corée. Je te propose de prendre celui-là, tu vas être mieux dans le fauteuil gris, et comme ça je garde moi le fauteuil lumineux, la lumière et tout. Tu vois, toi t'en as pas besoin, moi j'ai besoin d'avoir des artifices pour paraître un peu lumineux, pour paraître un peu brillant. Jordan, en résumé, en méga résumé, nous on t'a découvert parce que tu fais partie du casting de la saison 3 de Squid Game, t'es un des VIP. D'abord merci d'être là. De rien, c'est un plaisir. Franchement, ça fait hyper plaisir. Alors, il faut savoir que les choses se sont passées de façon hyper naturelle. C'est-à-dire que Jean-Christophe Cal, directeur de Geek Life, regardait Squid Game. Il s'est rendu compte qu'il y avait un Français dedans. Un soir, vers 22h30, il m'a dit « Est-ce que tu peux me trouver le gars ?» Et j'ai dû t'envoyer un message à 22h45. On a papoté dès 23h, en fait. Ça a été genre instantané. Sur un Reels sur Instagram. Ouais, s'il y avait après, j'ai regardé les Reels aussi, ouais. J'étais hyper impressionné par ce que tu fais. D'abord, on va lever un truc. Moi, je suis tombé dans le panneau, donc peut-être que vous aussi, si vous avez regardé les réseaux sociaux de Jordan. Je t'ai vu faire du doublage en coréen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jordan ? Le doublage, alors ça, je fais ça pour le kiff, parce qu'en fait, j'adore le doublage. Je parle coréen et je sais dire quelques trucs en japonais. Donc, je me fais des délires, en fait, à réimiter des voix. Tu vois, des voix dans des animés ou sur des films coréens, des choses comme ça. Je le fais même en français. Et j'aurais aimé honnêtement rentrer là-dedans dans la voix off. Donc par la suite, je vais essayer. Pourquoi pas. C'est pas par l'acting, c'est pas par la comédie que t'es arrivé en Corée, c'est par la danse. C'est par la danse, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu te retrouves en Corée ? En fait, donc j'étais danseur hip-hop à la base en France. C'est l'époque, c'est quand Gangnam Style est sorti, c'est l'époque où il y a eu cette explosion. Il a commencé à y avoir cette première explosion de la K-pop en France. Psy de Gangnam Style, tout le monde là ? Le morceau de tout ? Je pense que oui. Okay, ouais. J'ai, 2-3 personnes ont dû l'entendre, ouais. Il y avait Big Bang, Shiny, tout ça pour ceux qui connaissent, il y en a. Et j'ai eu cette idée en fait de partir en Corée, d'apprendre le coréen et devenir danseur K-pop en fait pour les chanteurs et chanteuses. Et petit à petit, en fait, j'ai rejoint d'abord l'école, j'ai appris le coréen et petit à petit, je suis devenu danseur K-pop. Et de là, en fait, en rencontrant des agences artistiques, en rencontrant les bonnes personnes, j'ai su devenir acteur et chroniqueur à la télé, vu que j'avais appris à parler coréen aussi par la suite. Et voilà. Il y a un vrai switch qui se fait. Tu pars en Corée, before it was cool. Aujourd'hui, la culture coréenne, elle est vraiment hyper présente, même elle est arrivée jusqu'en Europe. Mais il y a 10 ans, au moment de Gangnam Style, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui fait que tu te projettes toi et que tu te dis « Ok, moi je vais aller faire ma vie là-bas » ou un bout de ma vie là-bas ? Parce que, tu sais, j'étais jeune, après le lycée, j'avais envie de... Moi, je viens de Toulon à la base, Sifour précisément, c'est une petite ville, il n'y a rien qui se passe. Donc j'avais envie de quitter Sifour, je savais très bien que je n'allais pas pouvoir devenir danseur là-bas. Il y a la K-pop qui était en train d'exploser, il n'y avait pas beaucoup de danseurs occidentaux non plus dans les clips à l'époque, là il y en a de plus en plus. Donc j'ai eu cette idée de partir là-bas, pour tout vous dire je voulais partir au Japon à la base en fait. Puis quand il y a eu la K-pop, je me suis dit ok, il y a des choses certainement au niveau de la danse plus intéressantes à faire en Corée. Donc je suis d'abord parti en voyage, je suis tombé amoureux du pays, j'ai kiffé. J'ai dit ok, je vais essayer de faire une partie de ma vie ici, apprendre la langue et puis on verra par la suite. T'es d'abord allé en touriste pour un peu goûter, pour un peu explorer et goûter un peu au truc et puis me voilà. Qu'est-ce qui t'a séduit ? C'est quoi le déclencheur dans la culture coréenne que tu trouves pas par exemple en Europe ? Qu'est-ce qui a fait ? C'est quoi le moment où tu dis ok, c'est bon, je vais déjà, tenter. C'est une très grande ville, c'est hyper actif, il y a plein de choses qui se passent. La Corée, c'est une très grande ville. Jordan Lambertoni, vous l'aurez entendu ici. La Corée, c'est une très grande ville, vous l'aurez entendu à Geek Life. Séoul, pardon, je veux dire. Parce qu'on parle de Séoul, bien sûr. C'est une très grande ville, il y a plein de choses qui se passent, tout va très vite. Moi, un truc qui m'avait plu, c'est on appelle ça le jang en coréen. Le jang, en fait, on n'a pas de mot pour ça en français, mais c'est un mélange de amour, amitié, affection, un peu empathie. C'est ce truc où tu vas être bien accueilli en fait par les Coréens. Tu vois, ils vont vraiment vouloir te faire plaisir, ils vont vraiment vouloir prendre soin de toi. Et ça m'avait énormément touché. Et je dirais pas qu'on ne l'a pas en Europe, mais c'est beaucoup plus prononcé là-bas. Ça fait vraiment partie de leur culture et de leur société contemporaine, tu vois. C'est chouette, c'est la chaleur humaine qui fait que tu as eu envie de t'installer là-bas. Il y a eu beaucoup de ça, ouais. Il y a eu beaucoup de ça. Après, bien évidemment, j'ai commencé à parler coréen, j'ai commencé à me faire des potes coréens, à danser. Donc j'ai vu qu'il y avait la porte ouverte à plusieurs opportunités, quoi, tout simplement. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'est plus compliqué. Ok. Parce qu'il y a plus de compétition, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire ça.
Et il y a de moins en moins d'expats occidentaux, un peu comme moi, à la télé, parce que cette trend est un petit peu passée, si tu veux. Donc à l'époque, tu étais un peu un truc original, tu étais un mec un peu exotique. Exactement, ouais, ouais. Maintenant, c'est un petit peu passé. Après, ouais, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Bah oui, bah c'est ça qui est intéressant. Voilà. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu passé. Il y a de moins en moins de Coréens qui ont forcément envie de voir des gens parler, des Occidentaux parler coréen à la télé. La mode est un petit peu passée, je dirais. Et comment tu commences ta carrière, du coup, comment tu deviens comment tu passes de touriste à danseur pro? En fait, j'étais danseur. Je racontais mon petit quotidien. En fait, je vivais dans une auberge de jeunesse pour économiser mon argent, donc je faisais les ménages dans l'auberge. J'allais à l'école de coréen le matin, je rentrais, je faisais mes devoirs, je faisais le ménage et le soir, j'allais à l'école de danse, tous les soirs. Et de là, en fait, j'étais le seul danseur européen. Il y a eu un casting pour une espèce de télé-réalité sur la danse à Singapour. J'ai été pris. Et de là, petit à petit, en fait, j'ai rencontré les bonnes personnes, les bonnes agences. On m'a appelé aussi pour devenir danseur principal de Diera et une des Nine Muse. Vous connaissez peut-être pas, c'est les anciennes générations de K-pop. De là, petit à petit, ça s'est fait, en fait. On rigole souvent en disant Mireille Mathieu, c'est une star au Japon ou des trucs comme ça. Jordan, est-ce que c'est une star en Corée? Non. Non, j'étais pas une star en Corée. En passant sur les plateaux télé, on m'avait reconnu quelques fois, mais non, j'irais pas jusqu'à dire que j'étais une star, non. Non. Et du coup, comment tu switches, comment tu passes de la danse et de ta carrière dans la K-pop à l'acting en fait? À l'acting dans Squid Game, comme je te disais, j'ai fait de plus en plus d'auditions par plusieurs agences artistiques. Je suis passé d'abord par de la pub, j'ai fait beaucoup de pubs pour LG, Samsung, tout ça, j'ai fait des courts-métrages, des extras, un peu de théâtre. Et c'est en fait en 2023, il y a une agence qui m'a auditionné pour Squid Game par vidéo. Il faut savoir qu'après Covid, je crois qu'en France c'est un peu la même chose, il y avait beaucoup d'auditions qui se faisaient par vidéo en fait. Et j'ai eu une réponse 8 mois après. L'agence m'avait recommandé à la prod. Et j'ai eu la réponse officielle. J'ai passé l'audition en 2023, j'ai eu la réponse en 2024. Ça représente quoi Squid Game en Corée en 2024? Nous, on a une idée du phénomène que ça peut être chez nous en Occident. Est-ce que c'est la même chose en Corée? C'est à peu près la même chose, mais ça l'a été parce que ça a été un succès international, je pense. D'après ce que j'avais entendu des Coréens, si ça n'avait pas marché comme ça à l'international, c'est pas forcément le genre de show qui aurait explosé en Corée du Sud, tu vois. Ça a surtout explosé, je pense, en Corée aussi parce que ça a explosé à l'international, tu vois. Surtout, notamment la première. Pour la deuxième et la troisième saison, il y avait un peu moins de hype qu'en France ou en Amérique, par exemple, tu vois. Mais clairement, je pense que ça a été un succès aussi en Corée parce que ça a explosé à l'international. Du coup, qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est quoi tes sentiments quand ton téléphone sonne et que tu apprends que tu es retenu? Et retenu pour Squid Game? J'étais en train de travailler en fait. J'ai reçu un message. Et pour tout vous avouer, Il n'a pas décroché. Il était occupé, il a mis le mec sur répondeur, il a dit ah, c'est bon. Je savais pas trop comment ressentir le truc. C'est-à-dire que j'étais content et à la fois j'avais peur un peu. Pourquoi? Parce que c'était un rôle de VIP et les VIP dans le premier, tu le sais peut-être, avaient été un petit peu critiqués, surtout par le public anglophone, tout ça, parce qu'ils ont le script était un peu dérangeant quand même, tu vois. Tout là dans le troisième, on parle quand même de, mettre un, j'ai pas envie de spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais de mettre un. C'est assez dérangeant. Ouais, voilà, tu vois, et c'est moi qui annonce ce truc-là. En plus, je propose carrément de l'éliminer, tu vois, carrément. Donc je me suis dit, ok, ça va pas plaire aux gens, et j'avais un peu peur par rapport à ça, pour être honnête. Parce que, tu vois, tu prends par exemple Game of Thrones, celui qui joue Joffrey, le roi, il s'est pris énormément de haine et il a carrément arrêté sa carrière à cause de ça, tu vois. Ça peut aussi te faire du mal, tu vois ce que je veux dire? Le public confond vraiment les acteurs et les personnages qu'on incarne? Il y a quand même beaucoup de gens qui confondent, ouais. Je me suis pris, pas par tout le monde, mais par un petit 30-40%, je me suis pris beaucoup de haine quand même. C'est au point où tu es obligé de mettre des filtres sur Instagram, tu vois, sur les commentaires. Parce qu'il y a vraiment de la méchanceté gratuite et les gens t'associent en fait à ton rôle ou à n'importe quel VIP et on te détruit assez facilement. T'as beau savoir qu'à ce moment-là, on confond Jordan Lambertoni et le personnage, ça t'affecte quand même personnellement? Quand c'est sorti cet été, en fait, je m'y attendais, très honnêtement, parce que c'est un rôle de méchant. Il représente vraiment tout ce qui est détestable dans la société, tu vois. Je m'y attendais un petit peu, mais je pense qu'en fait, mentalement, t'es pas prêt. Ça m'a un peu... Ça m'avait un peu fait quelque chose, mais je veux dire, ça fait partie du truc, tu vois. Ça m'a appris aussi, ça fait clairement partie de ta carrière d'acteur et du jeu, quoi, tu vois. À moins d'être un gentil, de jouer Spider-Man ou quoi, tu peux pas avoir que de l'amour, tu vois. Et ça m'a...
Ça m'a tout simplement appris des choses, je pense. Ça m'a fait gagner en sagesse, ça m'a un peu ouvert les yeux aussi. Je me suis formé une carapace par ça. Je serais prêt par la suite, tu vois. Si je devais refaire des rôles de méchants, par exemple, ça me dérangerait pas. J'adore faire ça, même, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, je fais beaucoup de voix en japonais, en coréen et tout. J'aime imiter des voix de méchants, des voix graves. Donc ça ne me dérangerait pas d'être associé à des rôles de méchants. Même si j'ai une tête de gentil dans la vraie vie. Bon, t'es assez gentil dans la vraie vie, là, ça fait 48 heures qu'on se côtoie, Ouais. t'es plutôt à la cool comme mec. Bah ouais. Ta première apparition, en plus, dans la série, elle est très gratuite. T'es déguisé en garde, t'es en train de t'amuser, t'enlèves ton masque, tu viens de flinguer des gens, tu ricanes un peu, t'y retournes. Enfin, dès la première apparition, ton personnage, c'est une ordure, en fait. Je trouve que c'était une très bonne idée de mettre les VIP dans le jeu, d'ailleurs. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup plu quand j'ai vu le script par rapport à ça. Ouais, ça m'avait vraiment agréablement surpris. C'est d'ailleurs la scène que j'ai préféré tourner, je pense. On a fait une dizaine. C'est la seule où on prises, voit ton visage, en C'est plus. la seule où on voit mon visage, oui. Les masques étaient plus petits que ceux du premier, donc tu vois vraiment notre menton. Mais Pour la régie, pour illustrer ce qu'on est en train de dire, je vous ai laissé, normalement, les gars, une petite boucle vidéo avec des extraits de Squid Game. Peut-être qu'on peut la mettre sur les écrans. Pardon. ouais, pas de souci, t'inquiète. Et du coup, ça ressemble à quoi le tournage de Squid Game? Genre, les VIP sont sympas dans la vie, par exemple, en Super vrai? cool, bah, bien sûr, Ouais. super cool. J'ai beaucoup sympathisé aussi avec David, avec le masque de lion, qui était le plus âgé des 5, et Jian, la fille, elle était de Hong Kong. On est encore en contact aujourd'hui. C'était super cool. Ouais. On a passé en fait toute une semaine ensemble, à manger ensemble et tout, à boire des coups ensemble, en fin de tournage. Et non, franchement, c'était très cool. Ça se passe, pour répondre à ta question, en fait, ça se passe dans un grand hangar, tu vois, comme à Hollywood. Tu as plein de petites salles préfaites. Et donc de l'extérieur, tu vois rien. Hein. C'est des espèces de cabanes, tu vois. Et tu rentres à l'intérieur et tu as les salles. Et du coup, ces décors là gigantesques qu'on voit, enfin, on spoile rien, mais il y a des statues gigantesques sur l'épreuve de la corde à sauter, par exemple. Il y a ces espèces d'escaliers complètement cauchemardesques, vraiment. Quoi. Ouais. C'est des trucs qui existent vraiment. Vous Ça, vous êtes baladé là-dedans? Ça, je peux pas te répondre. T'as pas le droit de me répondre? Je pense pas avoir le droit de te répondre par rapport à ça. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais comme tu le sais, dans le cinéma, il y a des vrais décors et on utilise aussi beaucoup de fond bleu. Ok. Tu vois, forcément. Alors je cherche pas à te piéger, mais juste, Ouais. c'est quoi quelle est la dimension du secret autour du tournage? Parce que là, visiblement, on est proche d'une limite. C'est quoi les limites de ce qu'on peut Les dire limites, sur le mais, tournage? tout simplement, toute chose qui serait dans le script qui n'aurait pas été diffusée, je suis pas censé en parler. Bon, là, il y en avait D'accord. pas. C'était surtout avant que ça sorte, en fait. On nous a fait signer plein de clauses de confidentialité. J'avais rien le droit de dire. On a tourné il y a 1 an. Je pensais que c'était pour la 2 et en fait, il s'est avéré que c'était la 3. Ouais. Donc il a fallu que j'attende 1 an le temps que ça sorte. Je ne pouvais absolument pas en parler. Je ne pouvais absolument pas en parler. Ils nous ont fait signer au moins 10 fois. On nous mettait des autocollants sur la lentille de l'appareil du téléphone, donc tu ne pouvais pas prendre de photos. Je n'ai aucune photo de BTS de tournage. Le costard a été fait à ma taille et je n'ai pas pu le garder. Le masque a été fait à ma taille avec un scanner, je n'ai pas pu le garder. Je n'ai rien du tournage. Tu ne peux vraiment rien garder. Et du coup, cette culture du secret, est-ce que c'est propre au tournage coréen ou asiatique, ou est-ce que c'est les tournages modernes à l'heure des réseaux sociaux et des plateformes? Ah oui, mais à ce niveau-là, c'était surtout parce que c'était Squid Game, je pense. Ouais. Tu vois, il y avait, ça représentait, c'était le plus gros succès de Netflix. Maintenant, je crois que c'est Demon Hunter. Enfin, comment il s'appelle? K-pop. Merci. K-pop Hunter, je l'ai même pas vu encore. Il y a une hype par rapport à ça. Apparemment, c'est incroyable. Mais ils ont dépassé Squid Game 1, apparemment. Mais donc, tu vois, c'était vraiment, c'était le bébé de Netflix Coréa, quoi. Donc, il fallait vraiment garder le secret. Il fallait pas rigoler par rapport à ça, quoi. Et par rapport au secret, sur l'état des scripts, quand tu fais le tournage, qu'est-ce que tu sais des épisodes que tu tournes? Est-ce que tu as que tes répliques? Est-ce que tu as que tes séquences? Ou est-ce que tu as les épisodes et tu peux savoir dans quelle direction va la c'est série? pour ça que c'était assez dur de se situer aussi parce j'avais les répliques des autres VIP et du frontman, qui est très sympa d'ailleurs, Lee Byung-hun, mais on n'avait aucune indication sur le reste des épisodes. C'est qu'en fait, tu arrives, on te dit, bon ben voilà, là il y a 456, il va sauter, faites ça, réagissez. Tu vois? On avait à peine quelques indications sur nos personnages. Je savais pas du tout où on était dans la série. Je savais quel épisode on tournait, mais je savais pas qu'est-ce qui s'était passé dans l'épisode, tu vois. Donc, en fait, on s'occupait vraiment que de nous, de ce qu'il y avait autour des VIP, et on sait pas vraiment ce qui était en train de se passer dans le jeu, ni comment ça allait finir. J'ai vu comment ça allait finir parce qu'on a vu la fin du script, Ouais. parce que c'est nous qui regardons, tu vois. Mais sinon, à part ça, je savais rien du tout. Ouais, le grand secret, quoi. Ah ouais, complètement. Ça t'a Complètement. plu? Il y a une adrénaline de dire je vais jouer dans un truc qui est connu, qui est important. Je sais pas trop où ça va, mais je suis dedans. Ça, je m'en suis rendu compte la veille à l'hôtel, en fait. On a tourné dans une autre ville, la veille du cache-cache, Ouais. le moment où on enlève nos masques.
Là, ouais, si tu veux, j'ai passé 9 ans en Corée du Sud à faire plein de castings, à danser, à faire tout un tas de choses. Et au moment où j'étais dans la chambre d'hôtel, que le lendemain on allait tourner, je me suis rendu compte quand même, après ces 8 ans, ouais, j'ai réussi à décrocher ça, c'est cool. Tu m'aurais dit ça la première année, je t'aurais certainement pas cru, quoi, tu vois. C'était un petit peu l'aboutissement de mes 9 années passées là-bas, donc ouais, j'en suis content quand même. Il y a un Clairement. accomplissement. Ouais, ouais, ouais. Sans te faire offense, donc le prends pas mal. Et si tu le prends mal, me tape pas devant les gens, on fera ça en off tout à l'heure. T'as pas beaucoup de répliques dans la série. Non, non, non. Ouais. Combien de J'ai temps une quinzaine environ. Combien de temps ça dure de tourner tes morceaux? On a mis 5 ou 6 jours, un truc comme ça. Et comment ça se passe? Vous tournez d'un bloc, là sur cette semaine-là, vous tournez toutes les séquences qui On se a- passent on a dans la tourné- cantine VIP? Ouais, on a tourné toutes les séquences des VIP. C'est-à-dire que j'ai pas vu les autres acteurs en fait. J'ai D'accord. vu que le méchant de Frontman 001 qui tourne avec nous. Mais à part ça, non, j'ai vu que les VIP et lui. Tu sais, je pense que c'est question de budget aussi. Ils veulent pas faire 50 000 déplacements, Bien ils sûr. veulent pas rappeler les gens. Donc pour tout tournage, ça se passe comme ça. Ils ont tourné toutes nos selles d'un coup. Et puis on est arrivé sur la fin du tournage d'ailleurs. Ils ont dû finir un mois après ou quelque chose comme ça. Et je pense que ça a mis environ 1 an. 1 an de tournage complet pour la deuxième et la troisième. Bah, il y a beaucoup de comédiens, donc il faut évidemment Ouais, énormément, rationner ouais. Énormément, ouais. la présence des équipes, parce que Mm. dès que tu déplaces 100 personnes, plus les Ouais, techniciens, plus complètement. tous les Ouais, c'était décors un et gros tout, budget, c'est l'enfer. ouais. Hein. Est-ce qu'on peut parler du langage? Dans quelle langue tu tournes, toi, les épisodes originaux de Squid Game? En anglais. Toi, tu tournes en anglais? Ouais, je tourne Ok. en anglais. Il y a un mot français que je dis à un moment, ça a été un choix, ça a été rajouté plus tard. On m'a proposé de le faire. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez peut-être de quoi je parle. Je dis un gros mot en fait en français. Pour ceux qui ont vu la VF, Un mot en silette qui commence par pu, enfin vous l'avez, hein. voilà. A priori vous l'avez. Est-ce que vous l'avez, Guy? Et ensuite, je me suis doublé en français aussi. Donc pour ceux qui ont vu la VF, c'est ma voix française Ouais. aussi par-dessus. J'ai fait ma propre doublure. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Parce que tu parlais t'aimes bien le doublage, tu t'amuses à faire du doublage, tu fais du doublage un peu pour rigoler. Est-ce que c'est rigolo, est-ce que c'est intéressant de se doubler soi-même? C'est intéressant, mais c'est dur. Tu vois, si tu doubles une autre voix, si par exemple toi tu parles en anglais et que je venais à te doubler, ce serait peut-être plus simple pour moi. Mais doubler ta propre voix, c'est dur parce que tu vas parler dans une langue et tu vas essayer de mettre la même intensité ou la même intonation dans une autre langue, tu vois. Et c'est compliqué quand même parce que quand tu parles anglais, tu n'utilises pas la même voix forcément. Donc finalement, c'était pas si facile de recréer la même chose, tu vois, que ce que j'avais mis en anglais. Mais c'était un défi intéressant, clairement. Et est-ce que du coup, tu as pu te doubler toi dans d'autres langues? Est-ce que tu as fait les versions espagnoles par exemple de Squid Game ou Non, pas? non, pas du tout. Non, ils ont pris d'autres. J'aurais aimé, ça aurait été marrant, mais non, ils ont pris d'autres gens. Puis t'as pas accès à ça en fait. Pour la version française, c'est même moi qui ai proposé à Netflix. Je dis écoutez, je joue dedans, si vous voulez, je fais ma voix française. Mm. Mais sinon, s'il faut, on Ouais, m'aurait ça, on c'était m'aurait pas même pas appelé. intuitif tu pour vois. eux quoi. Non, s'il faut, on m'aurait même pas appelé. Et Je tu l'as pense fait que- où? À Paris. J'étais déjà rentré en France en fait. D'accord. Ouais, je l'ai fait à Paris avec Marc Saez, je sais pas si vous connaissez, c'est celui qui fait la voix de Ratchet et Clank, Laboratoire de Dexter, Marsupilami, tout ça, qui a travaillé avec Dorothée. Et c'est lui qui était le directeur artistique des VF des 3 saisons en fait. Donc c'est lui qui m'a enregistré. Voilà. T'es rentré en France depuis combien de temps? J'étais rentré en fait l'année dernière, je suis parti au Canada, c'est quand on s'est eu. Ouais. Et ensuite, je suis revenu là il y a un mois, à peine. Donc Voilà. là, ça fait en gros 16 mois que t'es parti de Corée. Que je suis parti de Corée, ouais, en Ouais. 16 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, comment se passe? T'es allé en Corée pour la culture, pour la chaleur humaine, pour la vie là-bas. Après avoir vécu là-bas et revenir en Occident, comment tu le vis? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Il y a des choses qui me manquent. La bouffe, forcément, j'avais aussi. Alors, il y a Japan Snack un peu plus loin si vous voulez trouver de la bouffe asiatique. Ça peut être un bon spot si Il tu n'y a veux. pas de resto coréen ici, non? Le resto coréen, je connais pas assez la ville. Peut-être que s'il y a des gens de Laval dans la salle, il y en a sûrement. On peut Mais- t'indiquer un bon resto coréen. Si vous voulez dîner avec Jordan, c'est l'occasion. Si vous avez un bon resto coréen, il y a un truc à monter là. Mais non, clairement, ce qui me manque, c'est la rapidité. On est lent en France. C'est-à-dire. C'est-à-dire que dès que tu as un problème administratif en France, ça fait 1 an que j'attends l'échange de mon permis, tu vois. Ok, En Corée, en 3 minutes 52, c'est réglé, tu vois. ok. Tu vas au commissariat et tu donnes une photo, c'est terminé. Les hôpitaux, c'est la même chose. Au Canada, c'est pas mieux, hein. Mais en France, tu vois, tu vas à un rendez-vous. Genre les hôpitaux, tu vas dans un hôpital en Corée, En tu France, te tu vas à un fractures le rendez-vous. bras, c'est soigné en 3 minutes 42, c'est ça? C'est pas ça, mais c'est qu'en France, par exemple, tu vas à un rendez-vous chez un kiné ou un dentiste, t'en as pour 4 ou 5 mois, tu vois, peut-être. Bah toi, selon- tu mets 4 ou 5 mois pour trouver un kiné ou un Déjà, dentiste mais en en France. Corée, dans la même journée, t'as le temps d'en voir 3, Ouais. sans rendez-vous. Et ça, en fait, tu te rends compte que c'est un confort. Qui peut te manquer un peu, Ouais, quoi. sur le long terme, c'est pas mal quand même. Ouais.
On va Mais, se retrouver avec toi en dédicace dans Oui. quelques minutes. Je vais vous prêter mon petit Jordan, vous me l'abîmez pas et vous me le rendez à peu près propre. C'est quoi ta vie en France, juste pour conclure? C'est quoi Là maintenant. C'est quoi ton est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu bosses? Est-ce qu'il y a des reveals que tu peux faire en exclu aujourd'hui avec Geek Life? Pas spécialement. Il y a peut-être un court métrage que je vais faire l'année prochaine. En fait, je suis en train de chercher peut-être une agence sur Paris. Mais en fait, en fonction de l'évolution des choses, il y a possibilité que je retourne en Corée aussi. Ok. Voilà. Parce que je sais que je parle coréen, anglais, donc j'ai du travail aussi là-bas. Ouais, tu auras des facilités pour avoir donc, du boulot et faire des trucs là-bas. Voilà. Je vais danser à 16h d'ailleurs, au fait, dans la... Comment elle s'appelle déjà? La salle GNK, La salle Japan GNK, ouais. and Korea. Ça va durer 1 minute, hein, donc 16h pile, hein, pas de retard. Parce que j'ai un petit passé de danseur de K-pop et ils m'ont proposé, donc j'ai dit pourquoi pas, ça pourrait être cool de remonter sur scène et de faire un petit passage. Voilà. Donc ouais, il y a une petite micro-séquence exhibition à partir de 16h avec Jordan. On va pouvoir voir si c'est un vrai danseur de K-pop ou pas. Hein. Ça va être le moment de tester tout ça et de le vérifier. En tout cas, je te remercie. Je vais pas te mettre en retard sur ton programme. Il est 14h30 et donc je vais te prêter au public de Geek Life qui est venu te rencontrer. Jordan, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait confiance et d'être venu. Merci beaucoup. Tu auras fait ta première convention à Laval et franchement, Ouais. ça fait chaud au cœur que tu aies accepté aussi à la cool et aussi facilement. Donc vraiment, je tenais à te remercier du fond du cœur de nous avoir fait confiance et d'être venu. Et j'espère que tu as passé un super week-end avec Super, merci l'équipe de beaucoup. Geek Life et avec nos amis de Laval. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure en Merci. dédicace. Et puis on se retrouve du coup, Jordan, dans la salle GNK pour une exhibition, une petite partie de K-pop.